Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue Larry. Salut, j'adore cette aventure. Content de te revoir aux commandes, même pour un moment. Ouais, Oui, Larry, c'est pour la semaine prochaine. Le colonel Wilkerson sera avec nous. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, il est en vacances, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas trop, quelque part dans les montagnes. Ils sont partis pêcher ou quelque chose comme ça. oui, il est là. Les poissons se cachent, terrorisés. Ils disent « Oh mon Dieu, le colonel Wilkerson est arrivé ». Larry, il y a tout juste quelques instants, environ 40 minutes, on a appris depuis le Moyen-Orient, depuis les Émirats arabes unis, que des alertes aux drones et aux missiles avaient été déclenchées là-bas. C'est essentiellement lié à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et au contrôle exercé par les gardiens de la révolution iranienne. Il semble qu'ils utilisent certains navires ou certaines trajectoires et qu'ils fassent voler des drones en dehors des routes désignées dans le détroit d'Ormuz, alors qu'ils sont censés respecter ces couloirs dans cette zone. Apparemment, un drone se serait dirigé dans cette direction, et c'est pour ça que ces alertes ont été déclenchées. Mais il se passe quelque chose, Larry, dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. L'un des éléments, c'est la manière dont les États-Unis agissent. Je pense que c'est directement lié à la récente visite de Marco Rubio au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Ils essaient de créer une sorte de division entre les États arabes, les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'est pas allé en Arabie saoudite, ni au Qatar, ni à Oman. Tu vois, il y a une manœuvre derrière tout ça, parce que c'est clairement un geste politique de leur part. En gros, ils exercent beaucoup de pression sur le gouvernement omanais. Franchement, c'est une manœuvre politique stupide. Je veux dire, le Koweït bahreïn, ça n'a aucune importance. Ce sont comme des taches de pétrole dans le golfe Persique. Ils n'ont pas d'armée, pas de réserve pétrolière significative. En fait, c'est plutôt un signe de désespoir de la part des États-Unis. Si on veut, c'est même un rejet du protocole d'accord. Ce que Marco Rubio a fait, c'est une violation de ce protocole, qui disait, entre autres, d'arrêter les menaces. Eh bien là, c'est une manière détournée de menacer l'Iran, et ça n'a absolument rien à voir avec la promotion de la paix. Les États-Unis veulent que la guerre continue. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils se retrouvent maintenant dans un vrai dilemme. S'ils relancent ce conflit, ils vont provoquer une grave crise énergétique chez eux, ici, aux États-Unis. Et vous savez, je ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est apparemment ce que Rubio est en train de faire. Ça n'a absolument aucun sens. Quand on participe à des négociations, on a un message coordonné en tant que gouvernement. Le gouvernement de Donald Trump, lui, c'est un vrai chaos schizophrène qui agit dans des directions complètement opposées. Même avec la pression politique sur le gouvernement omanais, je ne vois pas vraiment quelle marge de manœuvre il a concernant le détroit d'Ormuz. Ce détroit est entièrement, en gros, dirigé et contrôlé par les gardiens de la révolution iranienne. Alors, quel type de changement le gouvernement omanais peut-il vraiment apporter dans cette situation? Eh bien, est-ce que le gouvernement omanais a dit quelque chose? Non, d'accord. Donc tout ce qu'on a, c'est cette déclaration-là. Il y en a eu une seule, et il semble qu'elle vienne peut-être d'un fonctionnaire isolé, plutôt que de représenter la position officielle du gouvernement central. Donc voilà, je ne peux pas exclure que les États-Unis continuent d'utiliser leurs services de renseignement, par exemple la CIA, pour essayer de recruter des gens qui feraient des choses allant à l'encontre du processus de paix, du protocole d'accord.
Les États-Unis ne veulent pas que cette guerre se termine. Ça, c'est certain. Il ne veut pas que la guerre se termine. Non, non. Vous savez, ce cessez-le-feu et tout le reste, c'est temporaire. Ils veulent détruire l'Iran. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à trouver un modus vivendi avec l'Iran. Et de ce point de vue, j'espère que les Iraniens le comprennent bien. Les États-Unis veulent se retirer de tout ça maintenant, parce qu'ils sont en difficulté. Ils risquent de perdre l'approvisionnement en pétrole venant du Golfe Persique. Les réserves américaines pour produire du diesel et du carburant d'aviation sont au plus bas. En ce moment, il reste une marge de 13 à 18 jours. Après ça, tout dépend de ce que les raffineries peuvent produire. Et on s'apprête à entrer dans la saison des ouragans ici aux États-Unis, et ces raffineries sont situées le long de la côte. Si on a un ouragan qui détruit ne serait-ce qu'une seule de ces raffineries, l'économie américaine sera à l'arrêt, parce que la capacité à fournir du carburant d'aviation et du diesel sera gravement compromise. Et en ce moment, ce qu'ils essayent de faire, c'est, ils continuent de perdre du terrain. Ils ne reconstituent pas les stocks de ces carburants. C'est même l'inverse. Alors il faut se demander pourquoi. Pourquoi envoyer Marco Rubio pour essayer de provoquer ce genre de tension? Et vous savez, à part ça, les Émirats arabes unis sont, disons, plus grands et ont été plus riches. Mais là encore, les Émirats sont aujourd'hui dans une situation financière très difficile, tout simplement parce que leurs sources de revenus ont été coupées. Le pétrole qu'ils expédiaient vers Fujairah ne part plus vers Fujairah. Le secteur bancaire s'est en gros relocalisé à Singapour. L'argent qui arrivait là-bas est parti à Singapour. Le commerce qui passait par Jebel Ali, la deuxième plus grande zone de libre-échange au monde, est à l'arrêt. Le marché immobilier, mort. L'industrie du tourisme, morte aussi. Donc voilà, ça fait maintenant environ 4 mois que c'est comme ça, et ça va durer encore 5 mois, jusqu'à ce que les États-Unis acceptent vraiment de mettre fin à la guerre et d'accepter les conditions de l'Iran. Sinon, le détroit d'Ormuz ne fonctionnera probablement pas de manière fluide et libre. D'ailleurs, j'allais justement regarder pour voir quel est le trafic en ce moment. Tu consultes marinetraffic.com? Oui? Tu as déjà regardé ce site? Yeah. Have you looked at that site? Yeah. 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 So looking at it right now. Alors, si on regarde en ce moment, il n'y a pas de navire. On dirait qu'il y en a un seul qui se dirige vers Singapour. Il est juste au large de l'île de Kassab. Et je vois un autre navire aussi, beaucoup plus loin, du côté de Sirik. Donc en gros, il n'y a pratiquement aucun trafic qui passe par le détroit d'Ormuz en ce moment. There's virtually no traffic going through the Strait of Hormuz right now. Yeah. Larry, when it comes to Larry, quand on parle de ces 3 pays qui sont en contact en ce moment avec les États-Unis et où Rubio s'est rendu, je parle du Qatar, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Koweït. Aucun de ces pays n'a vraiment d'importance géopolitique ou régionale pour l'Iran. Franchement, je n'en ai jamais entendu parler dans ce contexte. Les Émirats étaient importants parce que l'Iran utilisait d'une certaine manière leur système financier avant le début de la guerre. Mais après le déclenchement du conflit, et pendant la guerre, on a vu une rupture totale entre les deux côtés, l'Iran et les Émirats. En revanche, pour ce qui est de Bahreïn ou du Koweït, ils n'ont aucune importance pour l'Iran, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. En réalité, ils ne comptent que pour eux-mêmes. Vraiment. Alors, aller chercher à les rallier pour créer une opposition aux Saoudiens et aux Qataris, ça n'a pas beaucoup de sens. Creating opposition to the Saudis and Qataris. They're not important players. Ce ne sont pas des acteurs importants.
Bahreïns pensaient que c'était stratégique parce qu'ils hébergent le quartier général de la 5e flotte. Mais cette infrastructure a été endommagée, presque au point d'être irréparable. Et si on veut la remettre en état, ça va coûter très cher. It's going to be quite expensive. Yeah. The new report on Wall Street Journal Oui. shows that Le nouveau rapport du Wall Street Journal montre que, vous savez, les dégâts subis par la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn sont, disons, énormes. Il indique que les frappes ont endommagé le poste de commandement, le quartier général, au moins une douzaine d'autres bâtiments, ainsi que 2 terminaux de communication par satellite, GSC 52B. Et l'estimation tourne autour de 400 millions, sans compter l'enlèvement des débris, les travaux de renforcement et le remplacement du matériel. It's more than C'est that. plus que ça. Je sais que vous rapportez ce qu'a dit le Wall Street Journal. Said, Oui, but my understanding is one of the Mais d'après ce que je comprends, l'un de ces systèmes satellitaires à lui seul coûtait bien plus d'1 milliard de dollars. Parce que l'un d'eux est impliqué dans quelque chose de très hautement classifié. Tout ce que je sais, c'est que c'est extrêmement secret. Donc, cette partie-là est très classifiée. Et ça a vraiment causé des dégâts importants à l'infrastructure de sécurité nationale des États-Unis. Maintenant, de quoi il s'agit exactement, je ne le sais pas. Mais comme je l'ai dit, des dommages considérables ont été causés là-bas, à Bahreïn. Vous savez, ils n'ont pas vraiment de force militaire à proprement parler. Tout ce qu'ils ont, c'est leur position géographique. Et en ce moment, ils n'ont aucun moyen de forcer ou de contraindre l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz à n'importe quel type de trafic. on dit que les 2 terminaux de communication par satellite détruits coûteraient environ 20 millions de dollars. Je ne sais pas comment c'est possible. I don't know how. Yeah. Oui, ils ont tort. Larry, do we have any sort of understanding on what's Larry, going on in the est-ce qu'on comprend un peu ce qui se passe dans le sud du Liban? On a une nouvelle forme de guerre qui est en train de se dérouler avec les 2 camps à Beit Yahoun. Il y a eu 4 victimes du côté israélien, 4 blessés et 1 mort. Du côté du Hezbollah, apparemment c'est encore pire. Les 2 camps se battent en ce moment même. Et je ne sais pas quelle est la position du MOU sur la situation au Liban, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu tant que les combats continuent. On a aussi entendu le ministre israélien déclarer qu'ils ne veulent pas de tout le territoire libanais. Il a dit qu'il contrôle 100% de Gaza et qu'il compte le garder. Mais pour le Liban, selon lui, ce ne serait pas tout le pays, seulement la partie sud qui deviendrait israélienne. Et il a ajouté qu'il se moque complètement de ce que dit Donald Trump, qu'ils vont refuser tout ce que Donald Trump propose. They're going to say no to whatever Donald Trump is suggesting. For now, they'll say no, and then if Donald Trump Pour l'instant, ils vont dire non. Et puis, si Donald Trump réagit et commence à bloquer l'aide matérielle américaine, Israël va se retrouver dans une vraie impasse. Je veux dire, les Israéliens, vous savez, quand on vit dans une relation de dépendance, quand on dépend des autres pour sa survie, aller les énerver délibérément, c'est rarement une bonne stratégie. Par là, je veux dire, par exemple, les commentaires israéliens à propos de la Turquie. La Turquie, ou Turquia, est principal source de pétrole d'Israël. the major supplier of oil to Israel. What do they do without it? Qu'est-ce qu'ils ferait sans ça? Et la Turquie laisse faire, parce qu'Erdogan est un dirigeant tellement corrompu. Il prend sa part d'argent là-dessus, donc il s'en fiche complètement de ce qui peut arriver. Mais si un jour il se réveille et qu'il décide qu'il ne va pas se laisser manquer de respect par Israël et qu'il coupe le robinet, là, Israël aura un vrai problème. Et de la même façon, Israël dépend des États-Unis pour faire tourner son armée. Si Trump dit, tu vois, le moyen le plus rapide de se mettre Trump à dos, c'est de l'insulter et de dire, on ne va pas t'écouter, tu ne peux pas nous dire quoi faire. Donc, oui, ce n'est pas une bonne décision de la part d'Israël. Mais l'Iran, lui, ne contrôle pas le Hezbollah.
l'Iran peut lui demander de ne pas faire certaines choses, mais tu vas voir, le Hezbollah va riposter et continuer à se battre. Ils vont répondre et réagir à ce que fait Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont tendu cette embuscade à la colonne qui essayait de remonter vers le nord. And that's why they ambushed that column that started trying to move north. Pensez-vous que les États-Unis discutent avec les pays du CCG pour remplacer ces satellites, ces équipements ou les armes qui ont été détruits dans les bases américaines de la région? No, no, no. That's no. They're trying to. Non, ça c'est non. Ils essayent de... Le rôle de Rubio, c'est de voir si on peut créer un front organisé pour résister au Qatar et à l'Arabie saoudite, qui en gros vont demander aux États-Unis de quitter leur pays. Ils se sont alignés sur l'initiative lancée par le Pakistan pour former un groupe régional de sécurité qui comprendrait l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran et le Pakistan. Et le Qatar en fera partie. Vous savez, le Koweït, je suis sûr qu'ils accepteraient peut-être le Koweït et Bahreïn si l'attitude est la bonne. Mais bon, ces deux pays-là, ce sont juste des prostituées de l'Occident, rien de plus. Et c'est pareil pour les Émirats arabes unis. And the same applies to UAE. Quelle serait l'alternative pour les États-Unis s'ils veulent aider Israël dans la région? Est-ce que ce serait la Jordanie ou bien Israël lui-même utilisé directement? Parce qu'on a l'impression que les États-Unis envisagent sérieusement d'installer leur base en Israël. Well, they're going to try to relocate some to Israel. Eh bien, ils vont essayer d'en déplacer certains en Israël, oui. Mais, tu vois, à ce moment-là, on perd un peu tout l'intérêt, non? La raison pour laquelle on avait ces bases, comme Al-Udeid au Qatar, c'est qu'on est à seulement quelques centaines de kilomètres de l'Iran. Si on va en Israël, d'un coup, il faut parcourir plus de 1000 kilomètres, et un avion de combat moyen devra être ravitaillé 2 fois juste pour atteindre la frontière iranienne et lancer un missile de croisière. Donc en fait, avoir des bases en Israël ne sert à rien, à part faire d'Israël une cible encore plus importante à l'avenir. Je pense que je ne vois pas la base d'Al-Udeid redevenir ce qu'elle était avant le début de la guerre, Larry. Parce qu'ils savent bien que le retour des Américains sur leur base, sur notre base, va poser un énorme problème. Et on le sait parce que le combat continue entre eux. Enfin, même dans le meilleur des cas, les États-Unis quitteraient le conflit sans affronter directement l'Iran, tout en soutenant les Israéliens dans la région. Et c'est pareil du côté israélien. Ici, le ministre israélien de la Défense a déclaré que le commandant de la force Al-Quds iranienne, Kani, avait récemment envoyé une lettre et multiplié les menaces contre Israël. Il semble que l'image d'un collaborateur lui allait bien mieux que cette avalanche ridicule de menaces. Quoi qu'il en soit, si l'Iran attaque Israël, ce sera sa plus grande erreur. Ici, ni les hormones, ni les tirs sur la population ne lui seront d'aucune aide. Rien ne nous arrêtera. Nos forces sont prêtes à aller jusqu'au bout. Les forces israéliennes sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et c'est cet état d'esprit qui domine chez les Israéliens. C'était Katz? Oui, Israël Katz. Oui, non, c'est un idiot. Franchement, c'est vraiment pas un homme très intelligent. Et avec leur expérience militaire limitée, regardez un peu comment leur attaque contre l'Iran s'est terminée. Ils n'ont pas réussi à vaincre l'Iran. Ils ont fini par tuer plusieurs milliers d'Iraniens, y compris des dirigeants importants. Et tout ce que ça a fait, c'est renforcer la détermination de l'Iran à résister à Israël. C'est pour ça que, d'après ce que je comprends, si les Américains retournent sur leur base, si les forces américaines installent plus d'équipements, plus de satellites, eh bien, ils vont se retrouver complices des attaques israéliennes contre l'Iran. Et dans ce cas,
ils vont être frappés encore et encore par les forces iraniennes. Donc le rôle des États-Unis, ils doivent être là, Larry. Parce que si Israël veut attaquer, prenons l'exemple du Liban. À mon avis, tôt ou tard, on va avoir un gros affrontement dans le sud du Liban. Parce que la situation est complètement hors de contrôle. Je parle du comportement israélien. Oui, mais là vous parlez de la réaction de l'Iran à ce qui se passe. William Herkey Israël. Oui, à un certain moment, je pense que les autorités iraniennes verront le non-respect des termes du protocole d'accord comme un échec. Ces protocoles prévoyaient un cessez-le-feu au Liban, ainsi que la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays. D'accord. Donc, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape de l'Iran pour que cela se réalise. Je pense qu'en ce moment, le Hezbollah semble plutôt bien placé pour se défendre contre les Israéliens, sauf face aux frappes aériennes. Alors peut-être qu'une option pour l'Iran serait de frapper les bases aériennes israéliennes, afin de les rendre incapables de soutenir les frappes dans le sud du Liban. Pour l'instant, on dirait que l'Iran préfère contenir sa colère et continuer sur cette voie, parce qu'il bénéficie du soutien du Pakistan et de la Chine. Même l'Arabie saoudite est intervenue pour fournir les 12 milliards de dollars que les États-Unis refusent d'accorder. Donc il va falloir attendre et voir ce qui se passe. Les chances qu'Israël recule et arrête, à mon avis, sont faibles. Donc oui, tu as raison. Au final, je pense que ça va conduire à une reprise des combats ou des attaques entre Israël et l'Iran. Larry, la position de l'Iran a, selon moi, beaucoup évolué. Avant la guerre, il s'agissait surtout d'aider le Hezbollah à défendre le Liban. Aujourd'hui, à la suite de la guerre, il s'agit à la fois de défendre le Liban et d'éviter toute attaque israélienne sur leur territoire. L'un des principaux arguments avancés par le président du Parlement iranien, c'est qu'ils sont allés en Suisse pour discuter avec les États-Unis, essentiellement parce qu'ils étaient préoccupés par les pertes humaines au Liban. Mais tu vois, c'est allé bien au-delà de ça. Ce n'est plus seulement un affrontement entre le Hezbollah et Israël. Il s'agit de réduire les victimes civiles, parce que tout le monde a vu ce qui se passait dans le sud du Liban. C'était une nouvelle forme de génocide en train de se produire. C'est pour cette raison que l'Iran a voulu intervenir. Eh bien, je veux dire, c'est pas nouveau. Cette incursion des Israéliens dans le sud du Liban et les tueries dans le sud, ça dure depuis 44 ans. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nouveau. C'est juste un nouvel effort pour essayer de reprendre le contrôle. Et vous savez, souvenez-vous, il y a 3 mois, leur objectif déclaré, c'était d'atteindre le fleuve Litani, de forcer le Hezbollah à se replier au nord du Litani. Ils ont échoué. Jusqu'à présent, ça a échoué. Ils ont toujours, d'après ce que je comprends, maintenu une sorte de zone tampon là-bas au fil des années. Mais le seul fait objectif qu'on a, c'est que les Israéliens ont tué plus de Libanais le mois dernier qu'ils n'ont tué de Gazaouis. Oui. Oui. En ce moment, Israël fait face à 3 fronts. L'un est à Gaza, un autre en Cisjordanie, et aussi au Liban et en Syrie. Et vous vous souvenez de ce que Tom Brock a dit à propos de la situation d'Israël. Il a expliqué qu'on ne pouvait pas continuer à soutenir Israël, parce que selon lui, ces gens veulent se battre contre chaque musulman de la région. C'est donc une recette pour le désastre. Est-ce que vous pensez que cette idée trouve aujourd'hui un écho plus fort à Washington, maintenant qu'on voit les résultats de la guerre? Non, pas du tout. Il y a encore une fois de plus des divisions, des désaccords. Le fait que Marco Rubio ait fait ce voyage, qu'il soit allé à Bahreïn, au Koweït, puis aux Émirats arabes unis,
sans passer par l'Arabie saoudite ni par le Qatar. Et son message, ce n'était pas un message de soutien au protocole d'accord. Son message, c'était clairement de le remettre en cause. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a des divisions au sein du cabinet de Donald Trump. There's split and division within Donald Trump's cabinet. You mean Tu veux dire une sorte d'affrontement entre J.D. Vance et Marco Rubio? Marco Rubio? I don't know if they're in confrontation, but it's just they're working. Je ne sais pas s'ils sont vraiment en confrontation, mais disons qu'ils travaillent dans des directions opposées. Normalement, une administration, ça fonctionne avec un message unique, un message coordonné où tout le monde chante sur la même partition. Mais là, avec Marco Rubio, c'est différent. Il chante sur une autre partition et apparemment, il est sur la même longueur d'onde que Pete Hegseth et que John Ratcliffe de la CIA. Et puis, J.D. Vance est perçu comme quelqu'un qui travaille pour Donald Trump. Sauf que Trump, lui, n'arrête pas d'osciller dans ses déclarations. Un moment, il soutient, le moment d'après, il ne soutient plus. One minute he's supportive of it, next minute he's not supportive. What J.D. Vance at least is doing is trying to sell MOU as a Ce que fait au moins J.D. Vance, c'est essayer de présenter le protocole d'accord comme un succès pour l'administration. Et vous dites que Marco Rubio, lui, essaie de saper tout le projet. Donc, c'est bien un conflit à l'intérieur même de l'administration. Larry, dans le cas de la Syrie, regardons les deux acteurs importants. Je pense que la chute de Bachar el-Assad a été extrêmement bénéfique pour la charge. Vous voyez, parce que l'Iran supportait un fardeau énorme en Syrie. Avant la chute de Bachar el-Assad, ils envoyaient librement du pétrole et de l'énergie vers la Syrie. Ils apportaient aussi un soutien considérable au gouvernement syrien. Ce fardeau a disparu. Et maintenant, tout se joue entre la Turquie et les États-Unis, qui agissent en coulisses en Syrie. Alors au final, qui a l'avantage en Syrie? Les États-Unis ou la Turquie? Who has the upper hand in Syria? Is it the United States or Turkey? I'm not sure anybody has the upper hand in Syria. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit ait vraiment l'avantage en Syrie. D'après certaines informations, l'armée syrienne se regrouperait à la frontière avec le Liban. Mais encore une fois, je maintiens qu'elle n'a pas l'infrastructure matérielle ni la logistique nécessaire pour, disons, lancer une attaque au Liban, surtout dans le sud, pour aller affronter le Hezbollah. Vous savez, c'est justement pour ça que l'Iran aidait Bachar al-Assad à combattre les islamistes radicaux, ces extrémistes sunnites qu'on qualifie de salafistes, de wahhabites ou de déobandis. C'est une forme d'islam qui ne tolère aucune autre théologie que celle que les dirigeants de ces mouvements considèrent comme la seule correcte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux sur ce que sont les croyances fondamentales. Mais au fil des années, ils ont arrêté de s'attaquer les musulmans chiites, les usant d'hérésie. Over the years, they attacked Shia Muslims for being heretics. Now, Alors, quand l'Iran a aidé Hafez al-Assad, puis Bachar al-Assad à combattre tout ça, et qu'ils étaient en train de les vaincre, c'est exactement ce que faisait le général Soleimani. Et vous savez, ils ont fini par découvrir, à leur grand désarroi, que c'était les États-Unis qui finançaient et soutenaient ces islamistes radicaux. D'un côté, on les tue, et de l'autre, on les soutient. C'est la politique la plus folle, la plus schizophrène que j'ai jamais vue. Et en plus, elle est totalement contre-productive. Donc vous voyez, la Turquie garde un certain contrôle, mais je pense qu'ils ont perdu la main sur Al-Shara. Les États-Unis ont peut-être encore un peu d'influence sur lui, mais là encore, le soutien logistique nécessaire pour maintenir une armée en mouvement, pour qu'elle continue à être ravitaillée en carburant, en nourriture, en munitions. Eh bien, d'après ce que j'ai pu observer, le gouvernement syrien n'a tout simplement pas cette capacité. The government of Syria just doesn't have that capability from what I've seen. There is a new faction of ISIS. Il y a en ce moment une nouvelle faction de Daesh en Syrie. Elle combat le gouvernement syrien et elle combat aussi la Turquie. Ce sont les États-Unis qui ont bombardé certaines de ces forces en Syrie. Voilà le problème. Je ne sais pas qui soutient ces gens. Qui sont-ils, au juste?
Je sais pas. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ce groupe. Yeah, because they were all these Oui, people parce were qu'ils étaient tous ces gens-là à Idlib. remember that. Tu te souviens de ça? Then Ensuite, they ils sont venus à Damas. En ce moment, il y a une sorte de division entre ces groupes qui sont arrivés à Damas. Et maintenant, les États-Unis bombardent, d'une certaine manière, certaines zones en Syrie, en faveur du gouvernement syrien. Et la Turquie les combat aussi. C'est le problème qu'ils ont créé. Je ne sais pas si Israël a d'une façon ou d'une autre un rôle dans ce qui se passe là-bas. Oui, c'est vrai. Écoutez, toute personne qui a déjà côtoyé ce que j'appellerais un mouvement religieux charismatique, et d'ailleurs ce n'est pas propre à l'islam, on en trouve aussi dans le judaïsme, dans le christianisme. À chaque fois qu'une personne se hisse à une position de leader, en affirmant qu'elle a une relation unique avec Dieu, que Dieu lui parle, qu'elle est un prophète, et qu'elle établit de nouveaux critères, si on peut dire, pour définir ce qu'est un vrai chrétien, un vrai musulman ou un vrai juif. Eh bien, souvent, dans ces mouvements, il y a quelque chose d'assez étrange. Les dirigeants, en particulier, se livrent à ce que j'appellerais une forme de décadence sexuelle. Ils en viennent à penser qu'ils sont tellement bénis par Dieu qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Mais ce genre de groupe a aussi tendance à se diviser. À l'intérieur, il y en a toujours un qui dit « Non, non, c'est nous la vraie religion, c'est toi l'hérétique ». Et donc, ils se séparent, ils se fragmentent. C'est pour ça que ce qui a commencé avec Daesh, eh bien Daesh était là, puis ça a donné naissance au Front al-Nosra. Et à partir d'al-Nosra, on a vu apparaître Hayat Tahrir al-Sham. Tous prétendent être des mouvements religieux respectueux de la charia. Mais même entre eux, ils ne sont pas d'accord et se battent les uns contre les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Al-Jolani, le chef du HTS, une véritable organisation terroriste, avec un passé bien documenté de massacres de civils. Et c'est ce groupe-là que les États-Unis soutiennent. Je pense que pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas la rhétorique de ces groupes que vous venez de mentionner, Daesh, Al-Qaïda, les Wahhabites, les salafistes, en gros, quand on parle avec eux ou qu'on écoute leur façon de concevoir leur vision de l'islam, on se rend compte qu'il n'y a aucun terrain d'entente. On peut discuter avec un chrétien, avec un juif, et trouver plus de points communs qu'avec ces gens-là, qui ont inventé tout ça de nulle part. Leur objectif principal, c'est de semer une forme de chaos dans la région. Et on ne le voit pas toujours, parce que pour eux, tout tourne autour de ce qu'ils appellent le Cham, le Levant, un ensemble qu'ils veulent conquérir entièrement. Oui, Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est attaquer des civils et tuer des civils. Rien de plus. je tiens à le souligner. Ce n'est pas un schéma propre à l'islam. Quand quelqu'un en vient à croire, peu importe le cheminement qui l'y conduit, qu'il entretient une relation spéciale avec Allah, avec Dieu, avec Jéhovah, enfin choisissez le terme que vous voulez, qu'il a reçu une sorte de clairvoyance spirituelle particulière, et qu'en plus il a assez de charisme pour que quand il parle de sa vision, quand il décrit ce qu'il voit, il attire des adeptes. Ces adeptes deviennent à leur tour tout aussi fanatiques, au point de faire des choses complètement irrationnelles. Ça me fait un peu penser, quand on observe ce genre d'état d'esprit. Je le vois en termes de cinéma, et c'est un vieux film et il s'appelait Footloose. Dans ce film, un jeune venu de l'extérieur arrive dans une petite ville et il y avait ce pasteur qui prêchait un point de vue unique. Et ses fidèles étaient tellement enragés qu'un jour, ils se sont rassemblés sur la place du village pour brûler des livres et détruire des disques. Ils avaient décidé, de leur propre initiative, que c'était ce qu'ils devaient faire, même si le dirigeant ne les y encourageait pas forcément. Et c'est là que ces mouvements commencent,
surtout au sein de l'islam sunnite, à prendre leur propre dynamique. C'est pour ça qu'on voit ces groupes se multiplier. Ils ne se rassemblent pas, au contraire, ils se fragmentent et se divisent. Al-Shara, par exemple, représente une position minoritaire en Syrie. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas la force militaire nécessaire pour obliger tout le monde à se rallier et à suivre sa vision particulière de l'islam. À partir de la situation que vous évoquez en Syrie, où personne n'a vraiment l'avantage, quelles pourraient être les conséquences pour le Liban? Est-ce que d'une certaine manière cela vient de la Syrie? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand Donald Trump dit qu'Al-Shara ou Al-Jolani doivent contrôler la partie sud du Liban et non pas Israël, ça a une vraie signification pour la région. Ce que ça veut dire, c'est que vous voulez déplacer des forces syriennes dans cette région pour contrebalancer le Hezbollah. Pas forcément des Syriens. Je dirais que peut-être ces groupes contre lesquels il se bat, ces nouvelles divisions qui apparaissent en Syrie, veulent peut-être les déplacer et les installer dans le sud du Liban. Je ne comprends pas. Rythme, s'il vous plaît. Parce que ces gens de l'État islamique, qui allaient d'Idlib à Damas, appartiennent à différentes factions. Peut-être pas forcément à celles qui contrôlent la Syrie en ce moment. D'autres factions, présentes sur place et qui sèment le chaos, pourraient les déplacer et les installer dans le sud du Liban. Mais c'est qui, eux? Qui sont ces eux dont on parle? Qui les enlèverait? Je ne comprends pas. D'après ce que je comprends, Donald Trump pense que la Syrie va s'occuper du Liban. Il va placer ces gens-là dans le SMOR, oui, mais lui, il le biais du gouvernement, à travers Al-Shara. Oui, peut-être, oui. Une communication qu'ils peuvent avoir, parce qu'Al-Shara peut servir de médiateur entre le gouvernement des États-Unis et ces factions qui posent problème. Non, non, non. Il ne peut pas être un médiateur entre eux. Encore une fois, ces factions, on ne négocie pas avec ces factions. Parce que les dirigeants de chacune d'elles sont convaincus d'avoir une relation unique avec Allah, qu'ils comprennent, qu'ils ont la vision juste, la bonne version de l'islam. Et si on ne fait pas les choses à leur manière, alors on est un hérétique. Et même entre eux, ils se divisent, c'est vrai. Mais je veux insister sur un point. Ce n'est pas quelque chose d'unique. J'ai vu la même chose dans le christianisme, en particulier dans la foi mormone. La foi mormone en est un exemple typique. En fait, je vois beaucoup de points communs entre les Mormons et les islamistes sunnites. Parce que dans le mormonisme aussi, il y avait cette idée qu'ils étaient la véritable Église. C'était ça, la restauration. La vérité de Jésus-Christ avait été rétablie à travers cette Église. Et donc, selon eux, il fallait aller convaincre le reste du monde de cette vérité. Mais à l'intérieur même de ce mouvement, on a commencé à voir apparaître des scissions, des groupes qui se détachaient. Certains pensaient qu'il fallait continuer à pratiquer la polygamie comme ça se faisait auparavant. Et là, les Mormons ont dit non, on arrête ça. Mais d'autres groupes sont nés, et eux se voyaient comme des prophètes, des personnes dotées d'une compréhension particulière de Dieu. Et autour d'eux, ils rassemblaient des fidèles qui les suivaient aveuglément. C'est, disons, un trait assez malheureux chez beaucoup d'êtres humains. Ils peuvent facilement être trompés et devenir les disciples de quelqu'un. Ils se disent « Ah, ce type-là, il est vraiment le meilleur ». En général, ça tourne autour d'hommes, pas de femmes, même si ça arrive aussi parfois avec des femmes. Alors voilà, ce dont Trump parlait en fait, c'était d'utiliser l'armée syrienne, ce qu'il en reste, pour entrer dans le sud du Liban et combattre le Hezbollah. Et, comme on l'a vu, le Liban s'est affirmé au fil des dernières discussions avec Israël quand le gouvernement Aoun a dit «
partez complètement, quittez le sud du Liban. Et jusqu'à présent, les Israéliens n'ont pas obéi à cette demande. Leave southern Lebanon. And the Israelis haven't complied with that so far. My concern, Larry, is the Ce qui m'inquiète, Larry, dans toute cette affaire de la Syrie, c'est la formation de ces forces sur place. On voit arriver des gens d'Asie centrale, des gens venant de Chine, et ces personnes n'ont absolument rien à voir avec la Syrie, n'est-ce pas? Ce sont des étrangers complets dans ce pays. C'est justement pour ça qu'on peut les manipuler, qu'on peut les utiliser comme une force, comme un pion contre le Liban. Yeah. Well, in a limited Oui, fashion, enfin, because, dans une again, certaine mesure seulement. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une armée entraînée. Et puis, vous savez, c'est une chose d'encercler une ville et d'essayer d'en prendre le contrôle. Mais envahir un pays, tenter de s'emparer et de tenir un territoire, ils n'ont tout simplement pas la discipline ni la formation pour ça. Ils peuvent semer beaucoup de chaos dans certaines zones, mais ils ne sont même pas au niveau de l'armée israélienne, par exemple. Là, c'est juste Trump qui parle sans vraiment réfléchir à propos de quelque chose qui, honnêtement, n'est pas réaliste. Is not feasible. Yeah. Here is Bloomberg. Larry reported that Oman. Voici Bloomberg. Larry a rapporté, Oman a indiqué aux Européens et à leurs alliés que les navires traversant le détroit d'Ormuz pourraient devoir payer des frais pour des services comme l'assistance à la navigation ou le contrôle de la pollution. Et les Européens veulent participer aux négociations sur le détroit d'Ormuz. Ils ont dit vouloir redéfinir les choses, vouloir en faire partie, parce que leur économie est très influencée par le détroit d'Ormuz, d'ailleurs, et ils dépendent beaucoup de la situation là-bas. Pensez-vous qu'il soit acceptable que l'Iran discute avec les Européens de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Is that acceptable for Iran to talk with Europeans about what's going on in the Strait of Hormuz? Or the regime or the mechanism of the Strait of Hormuz? Alors, est-ce que le régime ou le mécanisme du détroit d'Ormuz va être entièrement défini selon les considérations iraniennes ou omanaises? D'un autre côté, je pense qu'il faut vraiment insister sur ce qui s'est passé en Iran. Le secrétaire général de l'OTAN a reconnu que des bases américaines en Europe avaient été utilisées contre l'Iran. Elles auraient servi entre 4 et 5 000 fois, ou bien des attaques auraient été menées à partir de bases américaines situées dans des pays européens, principalement en Roumanie. Il a d'ailleurs cité la Roumanie et l'Italie. Et c'est pour cette raison que je ne vois pas l'Iran prêt à discuter avec les Européens désormais. Je parle ici des questions régionales, des sujets sur lesquels l'Europe n'a en réalité rien à voir. Oh, I'm sure Iran would talk to Europe, but it's Je suis sûr que l'Iran serait prêt à discuter avec l'Europe, mais ils vont poser leurs conditions. Ils vont dire « Voilà les règles pour le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, et vous devrez payer un certain montant pour ça. » Ce qu'on sait avec certitude, c'est que depuis la semaine dernière, depuis la signature du protocole d'accord, à ma connaissance, aucun navire, aucun pétrolier transportant du pétrole n'a pris la route de l'Europe en passant par le détroit. Alors, si on regarde les distances, je sais que pour aller du détroit d'Ormuz jusqu'en Asie, par exemple jusqu'en Indonésie, il faut environ 25 jours, donc à peu près un mois. Et je pense que c'est à peu près la même durée pour atteindre l'Europe. Donc même s'ils commencent à négocier maintenant, qu'ils trouvent un accord et que le pétrole recommence à circuler, l'Europe ne verra pas d'amélioration avant plus d'un mois. Parce que, une fois que le pétrole arrive, il faut encore le raffiner, le transformer en essence, en diesel ou en carburant l'aviation. Tu penses que la guerre avec la Russie est en train de tourner à une sorte d'impasse, Larry? Une impasse avec qui? Avec les Européens, parce qu'il ne se passe rien entre la Russie et l'Europe. Et Donald Trump. Laissez-moi vous corriger. Vous dites qu'il ne se passe rien. Mais qu'est-ce qui se passe alors?
No, is the communication. Non, I'm je not parle talking de la about communication. putting an end to the Je war. parle de mettre fin à la guerre. C'est pour ça qu'il y a cette impasse. there's actually been some communication between Germany. L'Allemagne a en fait laissé entendre qu'il fallait maintenant parler à la Russie. Le danger dans la situation actuelle, c'est que le Royaume-Uni a intensifié ses efforts pour fournir des drones et mener des attaques à l'intérieur même de la Russie. Et il y a eu des informations, tout récemment, sur l'arrivée de matériaux radioactifs à Odessa, hier encore. La Russie, écoutez, à moins d'un revirement spectaculaire, la trajectoire sur laquelle nous sommes montre clairement que cette guerre va s'étendre au-delà de l'Ukraine. Et la Russie sera alors contrainte d'attaquer des cibles au Royaume-Uni, en France, en Roumanie et en Pologne. France, Romania, Poland. Les relations avec la Roumanie se détériorent en ce moment. Les Roumains ont pris l'initiative d'agir contre les Russes. Ils ont fermé le consulat russe. En réponse, la Russie a fermé le consulat roumain à Saint-Pétersbourg. Mais le vrai problème, c'est que la Roumanie continue d'accueillir une présence importante de l'OTAN et qu'elle construit une grande base de l'Alliance. Et là, si on devait comparer côte à côte les zones du monde les plus susceptibles de basculer dans la violence et d'étendre la guerre, est-ce que ce serait l'Iran et le Golfe Persique ou bien la Russie, l'Ukraine et l'Europe? Moi, je pense que c'est la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Donald Trump a dit qu'il pense que Zelensky s'en sort bien en Ukraine. C'est une déclaration idiote. Ils ne s'en sortent pas bien. Ils infligent quelques dégâts aux Russes, oui, mais ça ne fait que rendre les Russes encore plus déterminés à les anéantir. D'après ce que je comprends, il reçoit le même genre de fausses informations, les mêmes renseignements venant d'Ukraine. Vous savez, avant que la guerre contre l'Iran ne commence, c'était pareil. On disait qu'Iran allait s'effondrer, que tout serait grandiose et magnifique pour Donald Trump. Et au final, ça a été un énorme désastre pour lui et pour son administration, la guerre et ses conséquences. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je dirais que c'est la faction Rubio, à Washington, qui soutient la guerre, qui veut qu'elle continue. Mais lui, si on regarde ses déclarations, il dit non. La guerre fait ceci, la guerre fait cela. Pourtant, en coulisses, tout montre qu'il soutient totalement l'Ukraine et qu'il ne cherche absolument pas à mettre fin à la guerre. Oui, non, il fait bien ses commentaires. Ce qu'on lui attribue, c'est vrai. Ce type est vraiment mielleux. Laisse-moi te dire les choses autrement. Je pense que Trump est en train de détruire toute base de communication avec la Russie. Les Russes ont déjà dit, le processus d'Anchorage est mort. Tout ce qu'ils avaient convenu à Anchorage avec Trump, c'est fini. Et vous savez, si l'administration Trump continue de fournir des données satellites, des renseignements utilisés pour frapper à l'intérieur de la Russie, les États-Unis vont redevenir une cible. Larry, on a vu Ted Cruz s'en prendre à Tucker Carlson. Il a dit « On assiste à un cancer au sein de la droite. C'est la montée de l'antisémitisme. Et ce qui est inquiétant, c'est que j'ai vu plus d'antisémitisme à droite au cours des 18 derniers mois que jamais auparavant dans ma vie. Et ça se propage comme un cancer. » Tucker Carlson est selon lui le démagogue le plus dangereux des États-Unis. Les attaques continuent, encore et encore, à cause des divisions qui traversent le mouvement MAGA. D'ailleurs, Tucker Carlson a déclaré qu'il n'y avait plus de mouvement MAGA aujourd'hui. Oui, non, il a raison. Tucker a raison. Trump a affaibli le mouvement MAGA avec ses divisions. Le rejet de ce soutien aveugle à Israël est en train de grandir. Et c'est bipartisan.
ce n'est pas seulement du côté républicain. On l'a vu aussi chez les démocrates, avec cette élection qui a eu lieu mardi à New York, la primaire. 3 candidats potentiels pour devenir membres du Congrès ont battu des candidats très pro-Israël. C'est un signe que l'opinion aux États-Unis est un tendo throw thinning core. The sentiment in the United States is turning against Israel. Mais c'est ce que le Parti démocrate a vécu pendant l'élection présidentielle. Kamala Harris et son équipe de campagne ont été attaqués par ceux qui s'opposaient aux politiques pro-israéliennes du parti. Ce n'était pas le cas à l'époque pour Donald Trump, parce que pour lui, tout tournait autour d'une chose, mettre fin à la guerre. Il promettait d'améliorer les relations, de régler la situation en Ukraine en 24 heures. Tout allait être grandiose et magnifique. Les emplois allaient revenir, la production allait revenir aux États-Unis. Mais en ce moment, c'est le même genre de crise au sein du Parti républicain que celle qu'on a déjà vue dans le Parti démocrate. Et il y a une énorme division chez les démocrates. C'était d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles Kamala Harris a échoué. Parce que les gens qui n'étaient pas vraiment favorables aux politiques pro-israéliennes n'ont pas voté pour elle. Et la même chose se produit aujourd'hui chez les républicains. On voit cette division apparaître. Et ces gens-là sont contre la guerre, contre l'aide à Israël, contre le génocide à Gaza. C'est quelque chose de nouveau pour le Parti républicain. Well, it's not confined. Look, Écoutez ce qu'on voit en ce moment. C'est une désintégration générale, aussi bien au sein des partis politiques établis, démocrates et républicains. Il n'y a plus, à l'intérieur de chacun de ces partis, de vision commune de ce qu'ils représentent. À la place, ils se divisent sur certaines questions, comme le soutien à Israël. Ce soutien, qui autrefois était beaucoup plus fort, est en train de s'affaiblir. C'était un sujet bipartisan, mais ça va devenir mort. Et même à l'intérieur des deux partis, entre les partis, je vois les démocrates devenir ironiquement moins favorables à Israël, alors même qu'il y a plus de juifs parmi les membres du Parti démocrate. Ça montre bien que le sionisme et le judaïsme ne sont pas la même chose. Et du côté du Parti républicain, cette division va continuer à s'accentuer. Il y a un vrai décalage entre des gens comme Ted Cruz, qui a reçu énormément d'argent d'Israël, c'en est absurde. Et il en veut simplement à Tucker, parce que Tucker l'a fait passer pour un imbécile pendant leur interview. Il y a des gens qui, à cause de Charlie Kirk, disons que sa personnalité a semé une certaine confusion parmi ceux qui étaient contre Israël. Parce qu'au départ, il a pris position pour Israël, en disant qu'on se battait pour Israël, pour le christianisme, pour tout ça. Puis plus tard, il s'est retourné contre Israël, et là les gens se sont demandé ce qui s'était passé. Mais je pense que le mouvement qu'il a créé avec Tepusa a été et reste très important. À chaque fois qu'on voit J.D. Vance aller là-bas pour parler à ces jeunes, c'est parce qu'il veut établir ce lien entre l'establishment et cette base. Et rappelons-le, il a voté pour Donald Trump. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Ce n'est plus si important aujourd'hui. Ça l'était avant. Parce que Charlie Kirk n'est plus là. Eh bien, ce n'est pas tellement Charlie Kirk lui-même, mais plutôt sa veuve, Erika, qui est devenue clairement pro-Israël, pro-sioniste. Du coup, ils ont complètement changé de position par rapport à ce que Charlie défendait et promouvait. Donc oui, ils ont... tu vois, Tepusa perd de l'argent, perd des soutiens, ce n'est plus ce que c'était. Charlie avait un vrai talent, à la fois pour parler aux gens et pour les intéresser aux idées. Mais il est devenu anti-sioniste. Et le fait de devenir anti-sioniste a fait de lui une cible. Et tu sais, comme Tucker l'a dit, il pense qu'Israël a joué un rôle dans la mort de Charlie Kirk. Oui.
Yeah, it's every time I think of Charlie Kirk and I see Chaque fois que je pense à Charlie Kirk, je revois le processus qu'il traversait, cette façon d'apprendre, d'évoluer. Le processus d'apprentissage, la courbe d'apprentissage, c'était comme ça. On voyait vraiment qu'il montait. Incroyable. En quelques mois à peine, on a vu à quel point il avait changé, de manière radicale. Et puis, il a été assassiné. C'était un énorme danger pour ceux qui, à mon avis, le voyaient comme une menace. Pas seulement pour Donald Trump, mais aussi comme un futur candidat, peut-être même un candidat à la présidence un jour. Oui, enfin, il parlait bien de lui dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. So, Merci, Larry. yeah, we'll see, so far. Oui, on verra bien. Pour l'instant, il y a encore quelques affrontements dans le sud du Liban. Ça ne semble pas s'être étendu de façon spectaculaire. Espérons que ça reste contenu. Si ça s'élargit, si Israël intensifie vraiment les attaques, alors on risque de voir, je pense, une réaction importante de l'Iran. On verra. I think blowback by Iran. We'll see. Oui. Ici, il est écrit que 4 civils ont été enlevés par les forces israéliennes. Oui, c'est la dernière nouvelle du Liban. Je pense que tôt ou tard, on va voir une sorte d'affrontement entre l'Iran et Israël. Oui, ça devient un peu... Merci, Larry. Pour l'instant, tout est calme. Très bien, mon ami. On se reparle bientôt. Again. On se reparle bientôt. Salut. Bye-bye.